Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Et fêlés car les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Elles permettent d'éclairer les ombres et les talents, d'ouvrir le cœur et d'activer l'audace face aux urgences écologiques, économiques, ethnographiques. Le premier défi est de se détacher des croyances du passé pour expérimenter une nouvelle capacité de création, de collaboration et de prospérité, ce que j'appelle le bonheur. Le second défi, c'est d'appréhender l'argent comme une compétence qu'il est indispensable de développer pour qu'il devienne une énergie partagée. Car le bonheur est rentable. C'est un chemin de conscience et de développement du capital identitaire, humanitaire et monétaire dont chaque individu est pourvu. Alors il y a les fêlures innées et acquises, celles qui sont visibles et invisibles, et on peut même les cumuler. Dans tous les cas, qu'elles soient neurologiques, biographiques ou démographiques, elles cultivent la différence et conduisent les fêlés à apprendre à gérer leur unicité et à développer leur propre inclusion. Ce qui les amène très souvent sur le chemin héroïque de l'entrepreneuriat. Et qui dit héros dit cinéma, car les fêlés deviennent les héros de leur propre vie. Ils en sont les scénaristes, les réalisateurs et évidemment les acteurs. En tant que producteur, ma mission est de réunir les moyens leur permettant de développer leur projet, de faire en sorte que le tournage respecte les délais et le budget pour que le film soit un succès et puisse entraîner de nouveaux fêlés dans une spirale d'humanité et de prospérité. Ce podcast va donc se dérouler comme un film dans lequel vous pourrez suivre pas à pas les étapes franchies par nos héros au travers du récit de leurs explorations et de leurs épopées. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de fêlés dans cette salle pour mesurer la congruence entre l'audience et cette première séquence. Qui se sent fêlé ? Ah, mais voilà ! Presque une majorité. Eh bien, ça ne m'étonne pas, au vu des organisateurs et de leurs partenaires, car les fêlés attirent les fêlés. Eh bien, je lance le premier clap pour accueillir nos acteurs entrepreneurs et leur proposer de présenter rapidement leurs identités de fêlés. Et je vais commencer par nos fêlés du juridique. Bonjour Séverine, bonjour Frédéric. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quelle est votre fêlure ? Bonjour Valérie. Alors je suis Séverine Évrard, avocate et médiatrice holistique. Et ma fêlure est une super empathie, une empathie plus, une hypersensibilité que je vis. Que tu as développée. Merci. Bonjour Valérie. Alors moi je m'appelle Frédéric Theiss et je suis principalement expert en gestion de conflits et accessoirement clown. Mes spécificités sont de l'ordre de la description serait homme orchestre avec multipotentiel, aussi de la dyslexie, dysorthographie, aphantasia, etc. Un bon cocktail. Voilà. Merci à tous les deux. Continuons avec les acteurs de la finance. Bonjour Aude, bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Qui commence ? Bonjour Aude. Valérie. Allez, vas-y. Je commence. Donc, Aude Bélande. Donc, moi, je suis hypnothérapeute et experte de tous les mécanismes inconscients, notamment qui peuvent nous freiner en lien avec l'argent. On en reparlera.
Et ma fêlure, c'est comme Séverine, une hypersensibilité et un petit côté multipotentiel aussi. Et un petit côté. Mathieu? Je suis Mathieu Lacroix, je suis consultant manager dans un cabinet de conseil. Et ma fêlure, c'est que je suis un consultant légèrement atypique, étant donné que j'ai, je dirais, le TDAH et C'est ça. que je subis depuis très petit un manque d'organisation, ce qui n'est pas facile dans mon métier. Merci à vous deux et je termine avec les entrepreneuses slasheuses. Bonjour Pauline, bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Pauline. Alors, ma fêlure ou mes fêlures, j'ai effectivement un TDAH et avec, on va dire, trop d'idées. Un jour, je me suis même fait licencier d'une entreprise parce qu'on m'a dit « Pauline, t'as trop d'idées ». Et donc, c'est pour ça que je me suis mise en entrepreneuriat parce que je me suis dit que j'allais mettre ma créativité au service de ma propre entreprise et du monde. Voilà. Merci Pauline. Et notre dernière entrepreneuse. Oui, moi je suis Émilie Sommer, je suis une slasheuse, effectivement. J'ai un background de 20 ans dans l'entreprise en tant qu'accompagnatrice et formatrice. Je suis hypnothérapeute depuis 15 ans. J'accompagne les traumas et les transformations. Et puis je suis aussi artisane kintsugi, je répare les objets cassés en leur donnant une seconde vie. Et puis j'ai lancé une marque de bijoux contemporains également. Je suis, au niveau des fêlures, je suis une dyslexique, ce qu'on appelle une double exception. Donc, j'ai également un haut potentiel et puis je suis également dans une hypersensibilité permanente. Voilà. Merci. Et puis, effectivement, vous avez deviné, j'en suis une aussi, bien sûr. Donc, on va dire du HP, du TDAH, tout ça en s'équilibrant. Je suis passée par la finance, la communication, le théâtre, la comédie musicale, la danse, le clown. Donc, plein de joyeuseté que j'ai essayé de réunir justement dans ce chemin du bonheur rentable dont nous allons parler tout au long de cette table ronde de ce jour. Donc, merci beaucoup pour ces présentations. Et je vous propose d'entamer cette seconde séquence qui va s'intituler le flashback dans les stratégies de comportement, c'est-à-dire le retour dans les étapes de socialisation dans lesquelles vous avez commencé à développer des stratégies de comportement sans en avoir confiance, avec plus ou moins de souffrance. Séverine, est-ce que tu veux bien commencer? Est-ce que tu peux nous dire quelles épreuves tu as dû affronter et quels mécanismes tu as développés pour pouvoir vivre ou survivre? La caractéristique d'une personne hypersensible, c'est qu'elle capte énormément d'informations, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans la relation qu'elle a avec les autres. Donc il y a vraiment un apport de stimulation qui est très très important et qui n'est pas facile à gérer et qui est générateur d'anxiété en fait. Donc j'ai eu à gérer une anxiété permanente, une anxiété importante permanente. Dans le métier d'avocat, évidemment, c'est d'autant plus compliqué. Il y a déjà beaucoup de stress, des conflits. Donc, ma stratégie pour pouvoir gérer tout ça a été en fait de mettre une carapace, de vraiment me protéger et de me suradapter au milieu dans lequel j'étais et aux personnes avec qui j'étais en relation pour pouvoir me sentir plus en sécurité. Pour pouvoir survivre, en fait. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Merci Séverine. Je vais proposer à Aude de nous dire comment s'est matérialisée justement ton hypersensibilité et toi, quelle stratégie tu as mis en œuvre pour dépasser cette super émotivité. Oui. Alors moi, je vais reprendre un mot que tu as dit, Séverine, c'est adaptation et suradaptation. Donc moi, j'ai évolué quand même pendant plus de 15 ans dans un monde du travail qui était le secteur de l'immobilier, donc un secteur très compétitif et concurrentiel. Et c'est vrai que je ne comprenais pas vraiment pourquoi je me sentais autant en décalage. Et je me disais que c'est sans doute moi qui devais avoir un problème. Donc vraiment, j'ai essayé de me conformer pendant de nombreuses années, essayer de rentrer dans les cases dans lesquelles on essayait de me mettre, mais au prix de l'anxiété, comme disait Séverine, et surtout pour moi d'une grande fatigue. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi j'étais constamment fatiguée et usée à l'issue de la journée. Voilà. Donc une stratégie
défense, d'adaptation, oui, de dont je n'avais pas suradaptation. conscience, Bien sûr. mais qui était ça. Voilà, se conformer, se forcer, se contrôler et essayer de faire comme tout le monde. C'est ça, la norme, la fameuse. Frédéric, est-ce que tu veux bien prendre le relais et nous parler de tes peurs et de tes modes de fonctionnement ? Ah oui, moi je retrouve beaucoup de choses dans ce qui a déjà été dit. Moi, j'ai un parcours d'énormément d'échecs scolaires répétitifs, avec l'impression finalement, je ne dois pas être très malin, sinon je réussirais. Et un autre phénomène très très particulier dans ma vie, c'est l'absence complète de codes sociaux. Pour moi, dire bonjour à quelqu'un, c'est quelque chose qui est à construire, c'est pas quelque chose qui est logique. Et donc, j'ai dû aussi effectivement construire une carapace pour pouvoir m'adapter et être intégré dans un système qui attendait plein de choses de moi que je ne comprenais pas très bien. Donc voilà, ça a été aussi beaucoup de procrastination, parce que mon système interne nécessite qu'il me reste juste assez le temps qu'il faut pour faire les choses. Et comme c'était inacceptable d'attendre 20 minutes avant quelque chose pour seulement s'y lancer, pendant des années, je me suis lancé des heures et des mois et des semaines à l'avance à faire des choses que je ne faisais finalement pas, puisque c'était beaucoup trop tôt pour mon système. Donc voilà, énormément de se mettre dans une situation qui n'était pas moi. Et peut-être de la fatigue, mais très peu de conscience de tout ça. Et certainement, dans l'autre sens, le développement du coup d'hypercapacité liée à cette adaptabilité. Voilà. Ça c'est le trésor, justement, de l'adaptation. On en reparlera. Toi, Pauline, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette période d'errance et qu'as-tu fait pour dissimuler ta singularité ? Je crois que je n'ai pas su la dissimuler, en fait. En fait, j'ai découvert le TDAH il n'y a que 1 an, donc à 47 ans. Mais j'ai réalisé en faisant un petit rewind là, sur l'ensemble de ma vie, que tant que j'ai pas retrouvé ma place, et depuis peu de temps, je la trouve, j'ai vraiment dû essayer de m'adapter, mais j'ai plutôt été d'échec en échec. Il a vraiment fallu que je comprenne le fait d'avoir un trouble de l'attention, comment on fonctionne, comment je fonctionnais, pour justement mettre mes fonctionnements, une organisation, et surtout ne pas me mettre dans des situations qui sont inconfortables pour moi. Mais jusqu'à il y a 1 an, j'ai été dans des situations ou dans des emplois qui me correspondaient pas, parce que je persistais à essayer de rentrer dans ce moule. Et j'étais en train de devenir une tarte, en fait. Ah, voilà. C'est ça. Ça ne rentrait pas, il fallait juste changer le moule. C'est ça, tout à fait. Très bien, merci Pauline. Mathieu, tu veux bien nous partager ton expérience ? Bien sûr. La chance que j'ai est le début de ma vie qui est un peu chaotique. C'est-à-dire que j'ai été adopté à l'âge d'1 an et demi. Et donc, je suis né en Roumanie, d'une maman roumaine et d'un papa russe soldat qui passait par là. Et j'ai été adopté par une maman flamande et un papa wallon. Et on a toujours vécu à Bruxelles. Donc, en fait, tout ce petit capharnaüm m'a jamais vraiment montré d'ancrage ou de choses très, très logiques. Et donc, j'ai toujours entendu, et je reprends peut-être ce que Frédéric disait au niveau du scolaire, hein. J'ai toujours entendu dans mes études peut faire mieux, peut s'améliorer, a des grandes capacités, mais pourtant, j'avais toujours la moyenne. Donc, j'ai voulu me rattraper à partir de ma vie professionnelle, et c'est là que, je dirais, explosé ma créativité. Donc, j'ai successivement pris des postes une petite ASBL flamande à Leuven, où j'étais dans le staff. Ensuite, je suis devenu chasseur de tête, et puis j'ai travaillé dans le pain quotidien en tant qu'assistant manager, et puis j'ai été banquier, et puis je suis passé consultant, puis j'ai été indépendant pour des petites PME ici en Belgique qui vendent du yaourt et des compléments alimentaires. Et puis je suis revenu à mon amour de consultance, parce que finalement c'est le rôle où je me retrouve le plus. Et j'ai réussi à duper tout le monde au sein de mon parcours professionnel avec ce sourire qui fonctionne toujours, et voilà, j'espère qu'il continuera à fonctionner. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans ta stratégie, il y a le syndrome de l'imposteur ? Mais est-ce que je suis le seul à l'avoir ? C'est ça la question. Bien sûr que non. Merci Mathieu.
Et puis, last but not the least, je me tourne vers Émilie. Tu as grandi dans un environnement où la dyslexie était synonyme de dysfonctionnement. Toi aussi, donc ton système de défense? Oui, moi j'ai grandi en apprenant que j'étais complètement dysfonctionnante et donc je devais faire beaucoup d'efforts. Ma vie, ça a été faire des efforts en permanence. Et pour illustrer le mieux ça, j'étais un poisson dans un arbre à qui on a encouragé à attraper les branches et à faire encore mieux. Et puis je voyais tous les singes autour de moi hyper agiles. Et je disais, mais comment font-ils? Qu'est-ce que je dois faire encore? Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne que j'ai rien à faire dans un arbre et que je fonctionne beaucoup mieux dans l'eau. Et j'ai fini par être un poisson déguisé en singe. Et ça a été sans doute ce fameux syndrome de l'imposteur qui a longtemps été présent et qui aujourd'hui a encore des petits sursauts parce que ça reste, mais néanmoins aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus équilibré d'être dans l'eau et parfois dans l'arbre, puisque tant qu'à faire, comme j'ai appris à grimper dessus, autant y retourner de temps en temps. Ah bien sûr. Et c'est ça, encore une fois, la clé du bonheur. C'est de finalement s'arrêter sur un parcours chaotique, mais voir ce qu'on a pu en apprendre et aller à la recherche du reste. Mais si je résume un petit peu, on va parler donc pour l'instant de stratégie, de conscientisation maintenant, mais avant on est dans l'inconscient total, on s'adapte, suradaptation, carapace et j'en passe. Donc, merci à Émilie et à toutes et tous pour cette plongée dans le passé, parce qu'effectivement, il y a maintenant la conscientisation du cadre, séquence numéro 3, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille et elle nous procure régulièrement des occasions de transformation. Encore faut-il y prêter attention. Le déclencheur peut être une personne, une lecture, un incident, une nouvelle fêlure. Et elle invite le héros à changer d'angle de vue, à considérer le chemin parcouru et justement à conscientiser le cadre et à décider d'en sortir. Je vous propose de commencer par les déclencheurs physiologiques qui vont bien sûr nous amener des blessures complémentaires, les fameuses blessures biographiques. Et nous passerons ensuite aux biographiques, justement. Donc les physiologiques, Frédéric, que t'est-il arrivé et comment tu as fait le lien avec ton mode de fonctionnement? Alors, moi, ça a commencé un jour où ma femme m'a retrouvé dans l'appartement en train de tourner en rond, comme je tournais dans ma tête, avec aucune possibilité de sortir. Et l'impression vraiment que plus rien n'était possible, dans le sens aller vers la vie, aller vers le monde, aller vers le boulot, etc. Et donc, je n'ai pas vraiment fait un burn-out au sens médicalement attesté et tout ce qui s'ensuit, mais clairement, j'étais à 2 doigts de craquer. Avec ce constat que finalement, quand j'ai quitté ce boulot-là, il a fallu 2 personnes et demie pour couvrir l'ensemble de ce que j'avais accepté de porter sur mon dos, sachant que je faisais finalement plus grand-chose très très bien, mais ça a été représentatif de ce que je m'étais chargé dans ce boulot-là. Et donc la suite, ça a été d'ouvrir la porte vers, en tout cas, de la thérapie, du travail personnel. Bien sûr, et ça, on va en parler après, mais effectivement, il y a toujours un déclencheur. Séverine, toi aussi, tu es allée vers l'épuisement, puis on a déjà un peu parlé. Comment tu as pris conscience justement de cet épuisement et de tes véritables besoins? Cet épuisement s'est vraiment marqué de manière physiologique, de manière émotionnelle, de manière intellectuelle. Et donc, c'était tout mon mode de fonctionnement, en fait, qui arrivait vraiment au bout de sa logique. Je suis passée par un burn-out, mais ça n'a pas suffi, quelque part. Et j'ai, en tout cas, à un moment, vraiment eu le besoin de pouvoir être dans mon authenticité. Donc, de me libérer de toutes ces stratégies d'adaptation. Et à partir du moment où j'ai formulé en fait ce vœu, les choses se sont enchaînées très vite. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai consulté pour m'aider au niveau de mon cabinet. Et en fait, lors d'une séance avec cette personne, on travaillait sur l'énéagramme. Eh bien, il y a vraiment une fêlure, comme si la foudre était tombée sur ma carapace, qui a complètement craqué. Ça a d'ailleurs été extrêmement violent, physiquement, émotionnellement. Mais ça a été le début, en fait, de l'incapacité aujourd'hui de retenir ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à faire. Et c'est une libération qui est absolument magnifique. Ah, ça c'est chouette. La libération, ça c'est un point très important lorsqu'on arrive à prendre son envol. Mathieu, chez toi, les signaux se sont installés de façon chronique avec des allergies cutanées.
Quand est-ce que tu as pris conscience que c'était une manifestation de ton mal-être et quel regard tu as porté dessus? Et c'était un peu difficile à analyser parce que je m'amusais bien. Donc, je m'amuse toujours d'ailleurs. Mais effectivement, il y a quelques années, il y a du psoriasis et de l'eczéma qui ont commencé à apparaître ci et là. Et qui continuent je ne vais pas dire grandir parce que ça se stabilise. J'essaye aussi de soigner mon hygiène de vie un maximum. Mais voilà, il y a quelque chose qui montre que, un peu comme le canard, en surface, tout va bien. Il y a ce fameux sourire. Et puis, en fait, en dessous, ça bouille de stress et ça bouille de plein de choses que je ne m'avoue pas, ne veux pas comprendre, ne veux pas admettre. Et donc voilà, beaucoup de combats internes, je dirais. Alors, on a un poisson, un canard. On va continuer. Pauline, tu es allée, toi, encore plus loin avec un cancer du sein de stade 4 à 26 ans. Qu'est-ce que tu en as compris à l'époque et quels sont les référentiels qui ont commencé à bouger chez toi? Alors comme je suis un peu bretonne, très bretonne et têtue, donc j'ai mis du temps malgré justement effectivement à 26 ans un cancer du sein, parce que pour moi toutes les expériences, toutes les épreuves sont là pour te donner des indications. Et à 26 ans, un cancer de stade 4 où ça a duré 4-5 ans puisqu'il y a eu vraiment la reconstruction et je me suis posé la question de pourquoi ça m'arrivait. Donc c'est là où j'ai repris mes études, puisque comme j'avais été en échec scolaire et que je pensais que j'étais incapable avec mon cerveau qui allait trop vite, qui posait des questions bizarres, et que j'avais pas de copains, etc., d'amis à l'école, je me suis mis à travailler très rapidement. Et ce cancer du sein m'a donné l'opportunité de me poser, de passer un bac en cours du soir et de passer un BTS, un bac plus 2, pour tenter petit à petit de trouver ma place. Et voilà, donc ça a été le début de la conscientisation, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a que depuis vraiment quelques temps, depuis que je sais ce trouble de l'attention, que là je continue à trouver ma place et qu'elle est là, qu'elle se met petit à petit. Voilà. Bien sûr. Donc là, tu es, toi, allé vraiment jusqu'au bout, mais tu t'es rattrapé aux branches et tu es là avec nous aujourd'hui pour en témoigner. Bien, je propose maintenant de passer au déclencheur biographique. Alors bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas qu'un déclencheur, on en a finalement toute la vie et ces signaux viennent tout le temps nous titiller tant qu'on n'a pas compris. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc on va s'intéresser aux ruptures. Donc Aude, je crois que c'est une séparation, un divorce qui t'a finalement fait voir ce cadre dans lequel tu étais enfermée. Oui, tout à fait. Moi, j'avais pourtant bien œuvré à me créer une vie très, très lisse et parfaite de l'extérieur. Et oui, en effet, comme tu le dis, un jour de juillet 2017, alors que je m'apprêtais à partir en vacances avec mon compagnon et mes enfants, il m'annonce qu'il ne viendra pas avec nous et sans doute qu'il ne rentrera plus à la maison. Et c'est venu vraiment ancrer cette fissure. Je me suis vraiment pris le mur parce que j'étais, je pense, dans un fort déni. Donc, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et je dis souvent que c'est ma sortie de piste. Je suis sortie de mes rails. Pourtant, j'avançais vraiment bien en pilotage automatique. Et j'ai cette image où quelques jours après, justement, cette annonce, je me retrouve toute seule début août à partir au volant de ma voiture. Et alors que je suis quand même dans un chaos émotionnel assez fort, je ne vais pas me le cacher, j'ai quand même un espace qui s'ouvre en moi. Et à ce moment-là, je me dis, maintenant, c'est toi qui pilotes. Tu peux prendre la première sortie, la deuxième. Il va falloir comprendre, décider, faire de nouveaux choix. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment cherché à comprendre comment j'en étais arrivée là, qui j'étais, comment on faisait nos choix, comment on posait nos actions. Et ça a été le début donc d'une quête où je me suis fait accompagner, je me suis formée, j'ai beaucoup lu. J'ai testé quand même beaucoup de choses pour chercher à mieux comprendre l'être humain, mieux me comprendre. Ça, on va en parler juste après, parce qu'après le déclencheur, évidemment, on se met en action, ou les déclencheurs, comme je disais, puisque ce n'est pas forcément dès le premier. Émilie, c'est aussi une rupture avec une famille qui ne reconnaissait pas ta différence, qui t'a permis un peu de respirer aussi et de comprendre le rôle qu'ils avaient joué?
Oui, en effet. Donc, adaptative, je fonctionne bien dans ma famille. Et je me pose pas trop de questions jusqu'à ce que je constate quand même que j'y suis pas super bien et qu'il n'y a pas beaucoup de connivence, qu'il finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'autre. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et période de confinement qui est quand même une bascule assez grande avec un enfant de 1 an qui est devenir mère, une grande bascule aussi dans ma vie, eh bien, je me retrouve à un barbecue en famille et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pète un plomb et je vois tous les mots qui sortent de ma bouche et je sais pas les rattraper. Ça sort, ça s'arrête pas de sortir, je sais pas l'arrêter. Et là, il y a une vraie rupture qui se fait avec la famille qui cherche pas à comprendre pourquoi, en fait, je vis ça. Je suis mise au pilori. On peut pas se mettre en colère. Hein. Il faut s'excuser quand on se met en colère. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé pour la première fois de ma vie de ne pas m'excuser et de ne pas revenir en arrière sur ce qui avait été fait. Ça a été une décision terrible, mais à partir de cette décision-là, j'ai réussi à ne plus être complaisante et à être là où, en fait, je suis bien, oui. Et si c'est pas OK pour l'autre, eh bien, je ne m'adapte pas à ça. Et donc, j'ai récupéré énormément d'énergie, en fait, en fonctionnant comme ça, et ça s'est aligné assez bien. Après, ça n'a pas été forcément facile, parce que c'est pas agréable que d'être en rupture, en fait, volontairement. C'est une décision. C'était très difficile à garder. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont apaisées. Bien sûr, la rupture, c'est un moment difficile. C'est quelque chose, comme je dis souvent, derrière une difficulté se cache une opportunité. Mais il faut prendre le temps, du recul, de trouver justement le trésor qui est à l'intérieur, comme tu le fais après avec le kintsugi. Moi, j'ai aussi connu tout ce qui vient d'être dit, je crois, hein. Dans les blessures, les ruptures, l'eczéma. Moi, c'était pas du psoriasis, c'était de l'eczéma. J'ai fait des burn-out, mais sans m'en rendre compte. En fait, j'ai dépassé tous ces burn-out. J'étais simplement très, très fatiguée, pas très à l'aise avec les gens. Mais bon, voilà. Des ruptures professionnelles, des ruptures privées. Voilà, j'ai été mariée 2 fois. Enfin bon, bref, c'est pas de moi dont on parle ici, mais c'est simplement pour vous dire que je ne suis pas là par hasard et que j'ai évidemment attiré à moi toute cette joyeuse bande de fêlés. Et merci pour le partage de votre intimité. Bravo pour votre lucidité. Si vous avez quelques frissons comme moi, ça veut dire que vous êtes bien connectés. Et maintenant, je vous propose de passer à la 4e séquence, celle de la culture de l'unicité. Parce que lorsque le héros a pris conscience de sa différence, eh bien, nous avons compris que c'est une expérience émotionnelle et intellectuelle. Il doit maintenant cultiver cette nouvelle conscience pour l'ancrer dans son quotidien et transformer ses comportements passés de façon durable. Car la transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu qui nécessite un effort constant pour éviter les régressions. Alors, Pauline, quelle discipline as-tu mis en œuvre pour cultiver ce nouveau champ des possibles ? Alors, le mot discipline pour une personne qui a un trouble de l'attention, c'est un mot très compliqué. Qu'il faut justement apprivoiser. Alors, moi, j'aime plus, faut dire, rituel. C'est plus doux pour moi, en tout cas. Pas de souci. Mais ça va avec la discipline, mais je réalise depuis vraiment peu de temps que ces rituels, cette discipline est primordiale dans un fonctionnement avec un cerveau qui aussi riche de pensée, de créativité, qui court tout le temps. Et il faut aussi avouer que le médicament, même si j'étais un petit peu anti-médicament avant, a vraiment un effet extrêmement positif. Donc, c'est un médicament qui s'appelle la Ritaline, qui justement aide à canaliser la dopamine. Et fort du constat que toute cette discipline que j'essayais de me mettre, ou ces rituels que j'essayais de me mettre depuis des années en place au service de mon quotidien, je n'arrivais pas à les mettre en place. Et depuis 1 an, j'arrive à les mettre en place petit à petit et surtout sur la durée. Et c'est grâce aux médicaments. Voilà. Merci, Pauline, pour cette explication. Aude, de ton côté, tu as cherché des solutions dans des formations. Tu nous as parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Et puis, tu es aussi rentrée dans l'action. Alors, tu peux nous raconter ? Oui, ça s'est fait un petit peu en parallèle. C'est-à-dire que tout d'abord, j'ai cherché donc à comprendre. Je suis assez quand même dans le mental. Donc, j'ai
j'ai lu, je me suis lancée dans des formations, vraiment, pour comprendre, et dans l'action, puisque moi, notamment, ce qui avait émergé, c'était une grande insécurité, notamment une insécurité financière à l'époque. Donc, j'ai cherché à me sécuriser à l'extérieur. Et puis, de là, je suis allée aussi vers des accompagnements plus individuels, parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait des choses qui ne se tramaient pas qu'au niveau conscient, mais qu'il y avait aussi beaucoup de conditionnements inconscients qui continuaient à me piloter et qui faisaient que j'avançais, je passais à l'action, mais quand même toujours avec des peurs, et c'était pas du tout confortable. Et donc, c'est ce qui m'a amenée aussi à aller vers des approches comme notamment l'hypnose et autres, pour vraiment me libérer de choses que je portais depuis très longtemps. Et ça a été très libérateur. Et ça m'a permis de continuer à passer à l'action, mais de manière beaucoup plus légère et fluide. Tu peux nous dire peut-être le nom justement de ta formation. Tu es diplômée en hypnose. Alors j'avais essayé une approche sur moi qui m'a tellement aidée que je m'y suis formée après, qui s'appelle la Rapid Transformational Therapy, alors qui est peu connue en francophonie, mais beaucoup plus dans le milieu anglo-saxon. Voilà, et qui allie beaucoup de choses comme la PNL, l'hypnose, différentes thérapies, et puis des outils propres pour vraiment aider les gens à se libérer rapidement et à pouvoir mener une vie beaucoup plus épanouissante. Et oui, et ce fameux inconscient, il est derrière nos comportements. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, les processus de transformation sont longs, parce qu'un inconscient, eh bien, ça ne se dirige pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Séverine, tu es passée par le coaching, tu nous en as parlé pour fracturer la carapace. Et alors ensuite, comment tu as réussi à libérer ton authenticité ? Alors, en fait, moi, j'ai pu me gérer et me libérer vraiment étape par étape à travers 25 ans de développement personnel, mais qui vraiment ont chaque fois amené une transformation profonde. Et dans mon métier, j'ai choisi de mettre cette empathie, cette dimension humaine plus au centre de la résolution des conflits. Et donc, j'ai une approche aujourd'hui qui est holistique. C'est-à-dire que je propose à mes clients une solution, enfin de sortir du conflit en ayant des solutions juridiques et des solutions de croissance personnelle. Pourquoi ? Parce que le conflit juridique est en fait le reflet d'un conflit souvent intérieur, non conscientisé, et d'aller explorer ce qui est à l'œuvre au-delà du conflit juridique leur permet en fait d'avoir une réelle victoire pérenne, durable, rentable pour leur vie personnelle et pour ne plus tomber dans les schémas qui sont souvent répétitifs. Est-ce que je peux préciser aussi que tu as écrit un livre, parce que je suis, moi, intimement persuadée que écrire ou parler, la radio ou la littérature, c'est une façon d'exprimer justement son unicité, d'aller chercher qui l'on est, et ça fait partie du chemin. Absolument. Le livre, c'est aussi une sortie du bois. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « De justice à justesse, être avocat autrement » et qui, justement, partage cette vision d'une autre manière d'être avocat, plus humaine et plus rentable. Ah bah oui. Merci Séverine. Frédéric, on reste dans la partie juridique. Tu as également enchaîné des formations professionnelles et artistiques. Qu'as-tu semé dans tes parcelles et qu'as-tu récolté ? Alors moi, j'ai assez vite compris qu'il était important de travailler sur moi comme mon propre outil d'accompagnement des autres. Et donc, j'ai évidemment entrepris très vite, suite à ce constat, une thérapie personnelle où j'ai commencé au bulldozer et au marteau-pic. Bon, moi, j'y suis toujours, mais on est passé plutôt en mode tournevis d'horloger, mais ça sert toujours. Et à côté de ça, du coup, j'ai vraiment pris le choix personnel de ne faire plus que des formations qui m'aidaient à me transformer et pas des formations dont quelqu'un aurait une connaissance qui me déversait. Je sais lire et donc je ne voyais pas la valeur ajoutée à cela. Du coup, pour le côté créatif, j'ai fait le choix aussi il y a 1 an de me lancer dans une académie de clown qui m'a permis de travailler aussi énormément sur moi. Et il m'a fait me prendre conscience à quel point c'était un outil que je voulais aussi transmettre et utiliser pour accompagner d'autres personnes. Le clown qui va chercher les émotions, qui permet la relation à soi et la relation à l'autre. J'en fais aussi et c'est magnifique. Émilie, tu as également fait feu de tout bois pour cultiver ta multipotentialité. Quelles ont été les étapes pour te reconnecter à ton identité de poisson ?
Il y en a tellement, je ne sais pas trop, mais en tout cas, peut-être qu'au départ, il y avait beaucoup d'évitement. J'avais une stratégie d'évitement qui était assez bien développée et j'ai constaté que ce n'était pas très efficient, l'évitement. Et je suis plutôt un peu comme un Tetris. Je veux tout le temps être dans l'efficience, dans mon temps, dans ma croissance, dans mon développement. Et donc, je me suis bien rendu compte que cette technique n'était pas ouf. Et donc, me confronter a été une réponse. Parfois un peu trop violente, mais néanmoins, ça a été une de mes réponses. En montant sur scène, en créant un spectacle, en faisant des choses qui me mettaient au cœur de ma fragilité, ce qui était très vacillant et très inconfortable, mais c'est là où j'avais le plus de réponses et donc le plus d'espace de croissance. Et j'ai une obsession de croissance. J'ai une obsession, quand je dis croissance, c'est d'évolution, de remise en question, d'introspection. C'est ainsi. Je ne sais pas faire autrement. Et dans la confrontation, j'ai appris à trouver des réponses. Et au fur et à mesure du temps, que ce soit des confrontations plus douces, parce que ça a été parfois un peu trash, mais voilà, la confrontation et par plein de biais, hein, et aussi d'être inspirée. J'ai besoin d'être inspirée par d'autres personnes, et si je crois en la personne avec qui je travaille, j'ai tout qui explose et qui grandit. Donc aller chercher des partenaires d'inspiration et que je peux valider, que ce soit intellectuellement, dans son propos, dans sa sensibilité. Et quand j'ai trouvé cette personne, ça je traverse. Je disais, les fêlés attirent les fêlés. Et lorsqu'on a effectivement franchi en plus toutes ces étapes de développement de conscience, eh bien, on a vraiment la capacité d'entrer dans de la collaboration mutualisée. Et c'est un petit peu un pléonasme, mais ça marche quand même. Et de faire des grandes choses, ça, c'est ma conviction. Donc je vous engage à aller voir sur YouTube la chaîne d'Émilie Sommers. Son spectacle sur l'audace est grandiose. Elle a aussi fait une vidéo, Femme fière. Femme forte, fragile, mais pas faible. Voilà. Femme forte, fragile, mais pas faible. Très très belle vidéo. Donc elle est derrière la caméra, elle est devant, elle est sur scène, elle est partout. Et elle est avec nous aujourd'hui. Mathieu, de ton côté, tu as cultivé le terrain humanitaire. Qu'as-tu modifié dans ton fonctionnement pour te sentir plus aligné ? J'utiliserai la notion de balance, dans le sens où, si vous avez retenu les différents métiers que j'ai pu exercer dans ma vie, on parle de chasse de tête, de banque, de consultance. Donc c'est des métiers qui, voilà, socialement, peuvent amener certaines images. Et ces images, je pense que j'ai dû, d'une manière ou d'une autre, devoir mentalement les contrebalancer avec du bénévolat. Et j'ai regardé un peu mon parcours finalement avant ce podcast. Je me suis préparé. Ah, bien. Et en fait, je remarque que depuis année 1 de mon parcours professionnel, j'ai constamment fait du bénévolat. Donc je crois que c'était vraiment une balance nécessaire, tantôt dans des associations pour des enfants handicapés, tantôt pour du mentorat, tantôt pour même des bêtes actions, entre guillemets, mais qui ne sont pas bêtes, parce que toute action est positive, d'accompagnement, bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais ça a été à l'extrême jusqu'à l'année passée, étant donné que j'avais un besoin qui se nourrissait depuis quelques années, de faire une mission de plus grande envergure et d'aller je dirais, me frotter à une culture que je ne connais absolument pas, qui est la culture africaine. Et ça m'a mené en RDC, donc RD Congo, dans le sud Kivu, qui est une région qui est très problématique. Vous l'avez peut-être entendu dans les médias, on l'entend malheureusement pas assez, mais c'est une région qui mérite d'être très soutenue, comme beaucoup d'autres régions, évidemment. Et ici, j'ai eu la chance d'accompagner un entrepreneur qui a un incubateur du côté de Bukavu. Et l'incubateur s'appelle Kivutech. Et l'idée ici, de mon côté, c'était de voir à quel point est-ce que je peux faire quelque chose sans dépasser mon rôle, avec les meilleures intentions du monde. Et j'ai vraiment la chance, depuis plus d'1 an maintenant, de réaliser ça avec main dans la main avec l'entrepreneur pour agir et avoir des chouettes réalisations concrètes. Et je pense que c'est ça, cette notion de balance, cette envie de toujours vouloir faire un petit côté, un équilibre. L'équilibre, exactement.
Eh bien, merci d'avoir partagé vos jardins et vos solutions de fertilisation. Je vous propose maintenant de passer à notre 5e et dernière séquence du jour, la transmission de la lumière. Après tout ce cheminement de transformation, le héros prend conscience de sa puissance et décide de transmettre son expérience pour illuminer le monde. Mais comme dans tous les films, il va y avoir une confrontation finale, une épreuve suprême qu'il va devoir dépasser pour rayonner, inspirer et contribuer à changer le monde. Alors, cher Félé, quels sont les défis que vous avez encore à relever, les résistances que vous devez encore lever pour réussir vos magnifiques projets? Frédéric, tu as décidé de développer l'inclusion par la prévention des conflits au travers de la magie du clown. Quel est ton challenge? C'est justement ça, le challenge, c'est gérer les conflits, en fait, en faire tout le métier avant celui de Séverine, en fait, puisque je suis encore avant que le droit ou le conflit juridique se noue, c'est de s'autoriser à le faire par le clown, justement. C'est ça le challenge, c'est s'autoriser à être qui je suis et toute cette énergie-là beaucoup plus complexe que juste la personne très compétente pour être capable d'accompagner les équipes dans un univers de conflit ou de gestion et dynamique d'équipe. Mais c'est d'apporter justement cette spécificité qui est la mienne et où je crois que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin encore que ce qui n'est fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le vrai challenge, c'est m'autoriser à être complètement moi-même, ouvrir complètement mes ailes, activer tous mes potentiels et pas avoir peur de réussir finalement et d'atteindre une certaine quantité, un certain volume, une certaine réussite. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça, la résistance, le dernier blocage, c'est la peur de briller? Je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui. Ah, intéressant. Je vous laisse y réfléchir. Ça fait partie des fêlés. La peur de briller. Je ne suis pas assez. Pourquoi est-ce qu'on me ferait confiance? Et effectivement, je vous recommande, et c'est ce qu'on est en train de faire, d'aller chercher d'autres regards qui peuvent justement renforcer un peu cette multipotentialité, cette capacité que vous avez. La collaboration permet de l'exprimer. Séverine, tu as donc développé des outils pour bâtir une nouvelle justice, comme tu le disais, en plaçant l'humain au centre de la résolution. Qu'est-ce qui te manque pour réussir? Écoute, le fêlé, le parcours du fêlé, les émotions du fêlé sont quand même empreintes de beaucoup de solitude, d'autonomie. Il fait seul, il apprend à faire seul. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être oser recevoir de l'aide, oser demander de l'aide, oser croire que je peux continuer ce chemin-là en ayant d'autres personnes dans mon équipe. Et donc, je dirais que c'est ça, vraiment l'ouverture au soutien, à la collaboration, au fait de ne plus être seul à porter ou ouvrir ce chemin-là. Je pense que c'est effectivement faisable à partir du moment où on a traversé tout le reste. Parce que les expériences que l'on a avant, les collaborations, on a essayé d'en faire. Mais elles n'ont pas toujours été très fructueuses parce qu'on n'était pas prêts nous-mêmes. Donc évidemment, la vie nous envoie des confrontations qui nous permettent de comprendre qu'il y a encore des choses à régler. Par contre, lorsqu'on est au stade justement de la transmission de la lumière, eh bien, les bonnes personnes arrivent. Elles sont aussi lumineuses et elles permettent de se mettre en action dans la collaboration. Yes. Aude, tu aimes aussi d'ailleurs, les femmes à libérer leur potentiel d'épanouissement, de richesse, d'impact, avec justement toute ta technique sur l'inconscient. Alors, quel type de catalyseur tu pourrais utiliser pour garantir la floraison de ton projet? Oui, moi je crois que la principale résistance, et on revient à soi, c'est accepter et m'autoriser à croire pleinement en moi. Parce que moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je suis partie avec la croyance que les autres savent mieux que moi. Et donc, j'ai écouté beaucoup d'injonctions extérieures, de faire comme si, d'appliquer telle stratégie, ça doit être comme ça. Et ça m'a éloignée aussi de qui j'étais, parce que je ne voulais pas croire que je pouvais me faire confiance. Et je sais que c'est un écueil qui peut rester présent. Et donc, j'y suis vigilante de revenir à ce qui est bon pour moi et de me rappeler régulièrement que je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi
et de me nourrir de l'extérieur, mais sans me renier. Et c'est pas toujours évident. C'est un fameux équilibre. Et ça suppose là, petit complément, d'avoir un sac à ressources en fait. Et c'est ce qui s'est un peu passé dans toute la séquence d'avant, lorsque l'on a construit justement ce processus de transformation, qu'on est allé chercher à droite, à gauche des solutions. Eh bien, on a construit son sac à ressources et on est capable, à un certain moment, de puiser dedans, de voir les signaux justement d'alerte que l'on ne voyait pas avant et qui nous permettent d'alterner entre la lumière et l'ombre. Car l'ombre, évidemment, n'est pas du tout un problème. Elle est éclairée par la lumière et il faut savoir l'accepter et la gérer. Émilie, toi, tu veux libérer la créativité et la performance des entreprises au travers de leur identité artistique. Tu as cultivé l'audace, on en a parlé, la résilience, la confiance, l'agilité. Que te manque-t-il pour déployer ta puissance ? Un peu plus d'impertinence. Encore. Non, j'ai des grands. Quand tu as parlé du spectacle, mon cœur s'est emballé. C'est très malaisant en fait. Et donc, utiliser les réseaux sociaux, me montrer, parler, c'est quelque chose qui est très confrontant parce que j'ai toujours peur de faire chier les gens parce que sans doute il y a tellement de choses qui m'agresse parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, j'ai pas envie d'être celle qui agresse l'autre en racontant, en parlant, etc. Donc un peu comme Frédéric, être visible, briller, c'est mon plafond de verre encore et il m'énerve parce que j'ai bien conscience que si on veut être visible, il faut faire en sorte d'être visible, quoi. Il n'y a pas 50 000 solutions, mais c'est mon plafond de verre. Voilà. Donc LinkedIn, tous ces trucs-là, c'est paradoxalement très abstrait pour moi et c'est pas du tout facile. Alors d'où l'idée peut-être d'un podcast, d'une collaboration de personnes qui viennent justement cultiver la lumière des autres. Exact. C'est le rôle du producteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc bienvenue Émilie. Mathieu, tu aides donc les ONG à gérer et financer des projets à impact social, économique et sociétal. Tu maîtrises l'énergie de l'argent pour les autres. Quel ennemi te reste-t-il à combattre pour déployer ce modèle dans les autres organisations éclairées ? Moi. On est son propre ennemi, ça, le premier. Je pense qu'effectivement, après tout ce chemin, j'ai l'impression un peu d'avoir mis plein d'ingrédients sur une table et que je dois encore réaliser une recette, mais que j'ai à la fois cette créativité qui me donne envie d'essayer des choses et je ne sais pas si ça va être bon, le repas. Et puis j'ai mon côté un peu plus organisé. Je reprends ce que Pauline disait, la discipline, c'est un mot qui me fait très mal, mais où on est obligé au bout d'un moment pour avancer, pour faire des choses, de se discipliner. Et donc voilà, aujourd'hui il manque cette partie rentable, bonheur rentable. Pour le moment j'ai trouvé la partie bonheur et je cherche encore la faisabilité du mot rentable. Alors le rentable, évidemment, il n'est pas qu'en matière d'argent. Exact. Tu as déjà la rentabilité qui vient par tes clients, par le retour de cette ONG dont tu as parlé, qu'on a vu aussi se manifester sur des posts. Donc tu as cette rentabilité. Maintenant, effectivement, ton dernier blocage, et peut-être toujours, et si vous vous observez, on va toujours chercher finalement dans le secteur qui est celui qui nous pose problème. Donc tu es devenu un as de la finance pour les autres, et en même temps c'est une gestion de temps, car faire en parallèle de la profession qui permet de manger et de l'humanitaire qui permet de se libérer et s'exprimer, bien, effectivement, il y a un côté slash, dont on a vu aussi les talents chez Émilie, mais peut-être des priorisations et peut-être un petit peu plus d'intégration d'un domaine dans l'autre, si je puis me permettre. J'ai le bonheur de dire que c'est en cours, mais à suivre. Pauline, ta mission est celle donc d'aider les TDAH à trouver leur place avec des émissions de radio inspirantes et impactantes. Tu es sur ton chemin d'accomplissement.
Et qu'est-ce qui te permettrait d'accélérer et d'incarner pleinement ce projet ? En fait, je vais pouvoir dire que la voix lumineuse est ma voix. Depuis que j'ai accepté de vivre mon rêve d'enfant, de faire de la radio et d'utiliser ma voix au service d'une mission et de transmettre une information, et je le constate en ce moment avec tout ce qui se passe. Effectivement, mon émission Ensemble trouvons notre place me permet d'aller à la rencontre, de faire du bien et de surtout, tout ce que vous avez dit, de me rendre compte de mon potentiel, de ma capacité d'animer une émission de radio, de rencontrer du monde et surtout de faire du bien, parce que fondamentalement, je me lève le matin pour ça. Et depuis que j'ai trouvé cette place-là, comme le nom de mon émission, les choses roulent naturellement et beaucoup plus vite que ce que je courais depuis des années à chercher quelque chose et d'être à côté d'un micro et d'exprimer. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu as trouvé ta zone de génie. Maintenant, tu es en train d'attirer justement des clients, d'attirer ce qui va te permettre d'en vivre, parce que le bonheur est rentable, mais c'est aussi un processus qui prend aussi du temps et qui peut aussi être soutenu lorsque l'on est en collaboration avec d'autres. Voilà, merci. Je vous propose de conclure cet épisode en remerciant tout d'abord nos 6 héros fêlés pour leurs témoignages inspirants. Merci bien sûr à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Si ce numéro vous a plu, eh bien vous pourrez vous abonner prochainement à la chaîne Happy Podcast sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Le rythme sera mensuel. Chaque épisode sera présenté avec une version de 50 minutes, comme aujourd'hui, et une seconde version qui sera découpée en 5 sous-épisodes de 10 minutes. Les 2 formats seront montés pour donner le choix à l'auditeur d'écouter une séquence ou bien la totalité. D'ici fin juillet, vous pourrez écouter l'épisode de Café Sourire, un podcast réalisé sous la forme non plus d'un mais d'un flash forward. Nous sommes en 2050 et le film Happy Cashflow vient d'être récompensé par un César. Les acteurs sont interviewés pour relater la genèse du mouvement du bonheur rentable qui a commencé en 2024. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus sur le concept, vous pouvez retrouver des chroniques et des interviews de Fêlés en podcast sur mon site eriget.com ainsi que sur Spotify en tapant Bonheur rentable. Elles ont été enregistrées en radio avec BXFN dans une optique de sensibilisation au sujet. Avec Happy Podcast, nous entrons dans la concrétisation en suivant le chemin héroïque de nos entrepreneurs multipotentiels vers la réalité incarnée de leur mission. Merci à toutes et tous. Merci. Merci de votre écoute et à bientôt.